Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième temps de notre colloque sur du GRIS. Maintenant on va avoir un retour de 4 personnes dont Louis entre autres a été une des personnes qui a déjà fait une présentation GRIS et les autres donneront peut-être encore dans les mois qui viennent des présentations, mais personnes de l'UCL qui feront un retour sur ce qu'on a vu avant et donneront aussi leur avis sur ces questions. Et on va commencer par Marc Ouniadi. Marc Ouniadi est professeur de philosophie morale et politique à l'UCL. Il est directeur du centre de recherche Europe B, centre de philosophie pratique. En 2012, il écrit un livre, L'homme en contexte, qui explicite le principe de contextualisme critique, donc qu'il défend ce principe-là. Et dans son dernier livre, La tyrannie des modes de vie sur le paradoxe éthique de notre temps, il développe les éléments d'une théorie critique des modes de vie. Donc, je suppose que c'est une de ces choses-là qui nous parlera. Et il montre en fait dans ce livre les mécanismes de la morale et la politique libérale qui contribuent à la reproduction automatique du système. Je vais lui laisser la parole, il expliquera ça mieux que moi. Donc voilà. J'espère. Bien, merci. Merci aussi à Catherine Larère pour son exposé très riche et très clair tout à l'heure. Il me semble, je vais juste lancer évidemment quelques pistes de réflexion qui sont aussi des pistes de recherche, des programmes de recherche au sens large. Pour dire d'abord que, bon, il y a une chose, à mon avis, dans ce qui a été dit, il y a une chose qu'on sous-estime, et qu'en général on sous-estime dans ces débats de société, c'est-à-dire à partir de la question de savoir, nous savons, mais nous ne faisons rien, on sous-estime toute, je dirais, la dimension d'adhésion affective au sens quasi spinoziste, si vous voulez, que nous avons au système, que tous les acteurs ont au système. C'est-à-dire que, évidemment, le système nous mène vers une catastrophe programmée, mais en même temps, le système produit de l'adhésion, produit au sens spinoziste, encore une fois, des affects joyeux. C'est très important, parce que c'est un élément tout à fait non rationnel, si on veut, qui est un élément de réponse très important à la question posée, pourquoi ne faisons-nous rien alors que nous savons. Si vous voulez, si les aspects négatifs du système, si la pollution, par exemple, nous était aussi désagréable que le crissement des ongles retournés sur un tableau noir, d'accord, on ne le ferait pas. Je veux dire, on s'en abstiendrait. Hein. Le problème, c'est qu'il y a cette adhésion affective. Et donc, c'est aussi une limite, me semble-t-il, d'ailleurs, des analyses d'Elster, par ailleurs, qui sont brillantes et intéressantes, naturellement, à leur niveau, mais qui restent à un niveau très, très explicatif, rationnel et décontextualisé aussi. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, il me semble que c'est quelque chose à étudier aussi, fondamentalement, la question de l'adhésion affective. Mais le deuxième problème, celui qui me préoccupe le plus, c'est la question politique. Catherine Larère a défendu une philosophie de l'action. Qui dit action, dit acteur, et qui dit acteur, dit capacité d'agir des acteurs. Or, tout est fait dans notre monde, dans notre système, je dirais, pour déposséder les acteurs de leur capacité politique. Tout concourt à déposséder les acteurs de cette capacité. Et ça me semble vraiment, à mes yeux, le point crucial, au fond, de la problématique qui nous occupe. D'une part, nous sommes tous d'accord pour dire que les réponses individuelles à la crise écologique, ou appelons-la comme on veut, sont totalement inutiles. Donc, je veux dire, on peut bien renoncer à l'avion, renoncer à utiliser le téléphone portable, renoncer à sa voiture, ça ne changera évidemment strictement rien. Conséquence, le niveau de réaction adéquat par rapport à ces problèmes, c'est un niveau politique, c'est-à-dire collectif et commun. Ça, il me semble que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et Catherine Larère aussi a l'air d'accord, puisque, en fait, dans votre dernier point, vous mentionniez donc
parler d'un vocabulaire de la socialité, de la communauté élargie. Je prends ce terme de communauté très au sérieux, parce que communauté comprend le commun. Mais le problème, donc je partage, si on veut, cette vision, mais dite comme vous l'avez dit, je la trouve tout à fait irréaliste, en quelque sorte, et idéaliste d'une certaine manière, parce que le problème, à mes yeux, le problème politique, c'est pas tellement la crise écologique en tant que telle, c'est le fait que nous sommes dans l'incapacité, nous sommes mis dans l'incapacité, les acteurs sociaux sont mis dans l'incapacité de s'emparer, de s'approprier de ce problème, parce que tout concourt à fragmenter, à isoler, à déposséder. Et je dirais même que le système tel qu'il nous mène à la crise écologique, ce système a, en quelque sorte, ou induit en tout cas un projet politique de dépolitisation des acteurs sociaux. Ça fait partie de la reproduction du système que de dépolitiser les acteurs sociaux. Ça me semble, et c'est ça qui me semble au fond le cœur politique du problème. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il y a un projet politique de dépolitisation? Cette dépolitisation, elle opère par fragmentation. Les acteurs sociaux, dans la vie d'aujourd'hui, fragmentent les diverses... se trouvent dans une vie fragmentée, si on veut. C'est-à-dire qu'on fragmente, par exemple, la vie au travail, de la vie affective, de la vie économique ou de consommation, par exemple, et de la vie virtuelle aussi, qui prend de plus en plus... Tout ça est fragmenté. Hein? Tout ça est fragmenté. Donc on rencontre en fait ces éléments de la vie sociale comme des petits îlots, comme ça, de notre existence sociale. À un tout autre niveau, si on regarde les programmes de recherche tels qu'ils sont lancés par la communauté européenne, par l'Union européenne, des programmes c'est des chiffres de 50 milliards, donc c'est des chiffres qui absolument impulsent des programmes de recherche pour longtemps, à longue durée. On crée des générations de chercheurs. Si on regarde la liste des programmes de recherche tels qu'ils sont établis, on voit là aussi le règne absolu de la fragmentation. Impossible, par exemple, de caser dans les formulaires de ces projets de recherche, impossible de caser, par exemple, un programme général de critique sociale, de critique de la société, de théorie critique de la société, au sens où, depuis Marx, on entend le terme de théorie critique de la société. Ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est uniquement dans une logique de fragmentation, de résolution de problèmes, l'immigration, la sécurité, etc., etc. Il faut résoudre ça, l'égalité homme-femme, toutes des solutions absolument fragmentées. À cette fragmentation concourt par ailleurs quelque chose qui m'est cher, c'est-à-dire ce que j'appelle l'inflation éthique. En tant que professeur d'éthique, c'est mon domaine de spécialité, si vous voulez, que j'appelle l'inflation éthique, qui fait qu'on multiplie partout les comités d'éthique, les chartes, les machins, les trucs, etc. Mais c'est fait uniquement pour alimenter, en réalité, le système. N'est-ce pas? Pour reprendre l'exemple des programmes de la Commission européenne, on invite toujours des éthiciens, n'est-ce pas, pour évaluer la qualité éthique, on va dire, de ces programmes. Mais la qualité éthique de ces programmes, ça consiste à vérifier que les programmes de recherche tels qu'ils sont soumis respectent les droits individuels, ne font du tort à personne, qu'on respecte la sécurité des données, etc. Il n'est jamais question de pouvoir critiquer, en quelque sorte, un programme dans son ensemble. Si le thème général de la recherche c'est la sécurité, par exemple, je le dis parce que c'était mon cas, j'ai été pris là-dedans, il y avait le thème général de la recherche qui a été lancé sur la sécurité, 50 milliards pour la sécurité, ben, on était embrigadé là-dedans en tant qu'éthicien pour vérifier l'éthicité des programmes. Il n'a jamais été possible à aucun échelon de critiquer le projet lui-même. Qui consistait à envoyer un projet de recherche, à impulser un projet de recherche sur la sécurité. C'est-à-dire, nulle part on a pu dire que peut-être que la sécurité, c'est peut-être pas la bonne lunette d'approche pour les problèmes que nous avons en vue. Donc en fait, l'éthicien qui était embrigadé, on était 150 ou 180, était là pour en fait blanchir éthiquement leur projet qui lui était livré clé en main. Je dirais évidemment la même chose du principe de précaution, par exemple, de lequel j'avais beaucoup travaillé en son temps.
qui, évidemment, n'est absolument pas en charge de critiquer d'une manière générale le projet technologique global, de technologisation du monde. Il est là pour faire en sorte que ce projet de technologisation du monde passe de manière plus fluide, soit plus éthique, c'est-à-dire au sens où ne fasse pas de dommages, etc. On veut éviter les risques, c'est tout. Mais il est impossible, avec le paradigme, si vous voulez, du principe de précaution, il est impossible de critiquer quelque chose comme la technologisation dans son ensemble du monde et de la nature. Donc, j'arrête mes exemples, j'en aurai encore plein, pour montrer que, en fait, cette inflation éthique, par exemple, loin de critiquer le système, loin de pouvoir offrir même un levier politique à la critique du système, eh bien, cette inflation éthique, au contraire, contribue éminemment à la reproduction aveugle du système, puisque c'est cette inflation éthique qui permet, d'une manière générale, de blanchir le système, de blanchir éthiquement le système. Et donc, l'éthique, l'inflation éthique, tous ces comités, tous ces dispositifs, toutes ces institutions éthiques sont objectivement complices de la reproduction aveugle et automatique du système. Alors c'est là qu'intervient une question qui était la question qui avait été posée par Charlotte au début, qui est celle que peut faire la philosophie là-dedans. Eh bien, je pense que précisément, la philosophie peut faire ce que précisément les programmes de recherche européens lui interdisent de faire, c'est-à-dire de ressaisir ces objets dans leur globalité, de ressaisir l'objet société, l'objet cosmo-capitalisme, l'objet, je ne sais pas, on peut formuler des objets, on peut formuler plein d'objets globaux, n'est-ce pas? Mais je pense que le rôle de la philosophie, entre autres choses naturellement, mais en tout cas en tant que science critique, en tant que savoir critique, doit être de se réapproprier globalement un objet de recherche et de pouvoir effectivement traiter globalement de ces objets de recherche qui sont fragmentés dans les projets de recherche, dans nos disciplines universitaires, dans les types de savoirs qui se produisent autour de nous. Donc, le ressaisir globalement. Il me semble que ce simple geste épistémologique d'une saisie globale, de nous repermettre d'avoir un type de savoir, un type de science qui est la philosophie, de lui permettre de saisir ce geste épistémologique qui consiste à se saisir globalement d'un objet est déjà un geste politique. Parce que c'est à la condition de pouvoir saisir un tel objet dans sa globalité qu'on pourra agir politiquement. Qu'on pourra se l'approprier politiquement. Maintenant, autre point, j'en termine, parce que ça c'est plus prospectif, mais je pense que puisque la réponse doit être politique, puisque cette réponse politique doit s'appuyer sur une saisie globale d'un objet, parce que la fragmentation de l'objet fait partie de la reproduction automatique du système. D'accord ? Eh bien, puisqu'il y a ces deux conditions, eh bien, je pense que la solution vers laquelle il faut se diriger pour pouvoir s'approprier ces problèmes, c'est ce que j'appelle, on peut l'appeler autrement, mais peu importe, mais une institution du commun. Une institution du commun. Parce que, il faut que j'ai encore une minute de plus, parce que un truc que j'ai oublié, qui est fondamental, parce qu'il y a un obstacle majeur à la création d'une institution du commun. L'obstacle majeur à cette institution du commun, qui pourtant nous permettrait de ressaisir cet objet dans sa globalité et donc d'agir politiquement, en tout cas de se réapproprier politiquement, l'obstacle majeur pour une telle institution du commun, c'est évidemment la morale et la politique libérale. Et le grand dogme qui structure la morale et la politique libérale, c'est-à-dire le partage du public et du privé. Nous n'avons aucune institution qui permette de dépasser aujourd'hui la stricte, je caricature un peu, mais c'est quand même globalement vrai, nous n'avons aucune institution du commun, si vous voulez, parce que toutes nos institutions démocratiques sont structurées autour de la défense des droits et des devoirs individuels, évidemment. Et que dès qu'on brandit, j'ai vécu ça au Canada, dès qu'on brandit quelque chose comme le principe de précaution, vous êtes l'homme à abattre parce que vous enfreignez ce qui est sacro-saint aux États-Unis et au Canada, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre.
D'accord. Et donc, voilà comment se construit. Voilà l'obstacle majeur. Il s'agit en quelque sorte, il s'agirait, si vous voulez, dans nos institutions démocratiques, d'ajouter un étage du commun, sans quoi, c'est quasi mécanique, c'est structurel. Si on n'a pas une institution du commun, le système va continuer à se reproduire comme on veut, parce que dès qu'on prendra des mesures de ne pas faire ceci, d'empêcher qu'on mette sur le marché telle et telle chose, liberté d'entreprendre, liberté de commerce, etc., etc. On l'a brandi au nom des droits individuels et de la défense des droits individuels. Une institution du commun est donc, dans le cadre de la crise écologique, évidemment, puisque c'est un objet commun par nature, est une absolue nécessité, mais une nécessité qui est rendue absolument impossible pour l'instant par les principes fondamentaux et structurants de la morale et de la politique libérale. Merci Marc Hunyadi. Maintenant on va écouter Géraldine Thierry, qui est licenciée en sciences politiques mais docteur en économie ici à l'UCL et qui a réalisé au cours de son doctorat une thèse sur les nouveaux indicateurs de prospérité avec Isabelle Cassirs. Ces recherches portent donc sur au-delà du PIB, que peut-on faire et comment cela peut être un levier de transition écologique. Donc c'est une contribution épistémologique de toutes ces recherches sur la transition. Et donc on va écouter son avis sur ces questions. Merci. Alors peut-être que je vais commencer sur la fin de votre exposé. Hein. Vous me disiez finalement, mais bon, d'une part vous favorisez une philosophie de l'action, et la question était finalement comment accompagner ce qui se fait, comment agir. Et je pense, alors c'est sûr que c'est un biais lié à mes travaux, mais je pense que les nouveaux indicateurs de prospérité, les indicateurs au-delà du PIB, constituent un angle d'entrée assez intéressant pour explorer cette question. Alors pourquoi intéressant ? Parce que finalement, je pense qu'ils cristallisent en eux-mêmes, et je m'en expliquerai, la réunion du vocabulaire prométhéen du volontarisme dont vous parliez et celui de l'adaptation. Et c'est la réunion fondamentale, à mon avis, de ce double registre d'action au sein même de l'indicateur, qui est à la fois sa force et à la fois porteur d'une grande ambiguïté. Je pense que l'indicateur est source potentielle de déni, actif et passif, pour reprendre le vocabulaire, et de nouveau j'essaierai d'étayer pourquoi votre exposé a fait écho à cela. Donc d'une part, l'indicateur, à mon avis, peut être source de déni actif et passif, et d'autre part, à la fois, ces mêmes indicateurs, ou peut-être pas les mêmes, mais en tout cas des indicateurs qui prétendent porter une nouvelle catégorie de ce que serait la prospérité, le bien-être collectif, la transition écologique et sociale, ces indicateurs pourraient être finalement les leviers vers plus de sociabilité, bien que j'ai une petite réserve quant à ce registre, mais ça on verra si on a le temps d'en parler. Dans le sens où ces indicateurs peuvent être véritablement une source d'action, d'émancipation en tout cas, tant de l'humanité que de la nature. Je vais essayer de développer donc cette ambiguïté en partant dans un premier point de ce que les indicateurs portent en puissance. Donc cette ambiguïté que je viens d'évoquer, et puis de voir comment cette ambiguïté se traduit aussi dans la manière dont ils sont utilisés. Alors j'espère que je peux me redire, j'ai pris ces notes en vous écoutant, donc voilà. Alors, en quoi est-ce que les indicateurs peuvent être une source de déni ? Alors je pense d'abord qu'ils peuvent être une source de déni passif en entretenant des dissonances cognitives. On a bien conscience que dans un monde complexe, les indicateurs sont censés nous ramener une certaine image de phénomène, et dans la manière dont l'indicateur va être construit, l'image que l'on se fera, la représentation que l'on se construira de ce phénomène sera évidemment intimement liée à sa méthodologie. En ce sens, d'ailleurs, l'indicateur est finalement je pense, la négation de la division entre science et politique, puisque c'est un objet qui est intrinsèquement politique, l'indicateur. Il est utilisé pour baliser l'action, tout en étant extrêmement théorique et technique, et fondé sur un ensemble de conventions et de catégories qu'il s'agirait
de mettre au clair, à mon avis, si on veut en démocratiser l'élaboration. Donc, les indicateurs comme source de déni passif, en ce sens qu'ils entretiennent une dissonance cognitive, et là je vais vous donner juste un petit exemple, mais très clair. Si vous prenez deux indicateurs de soutenabilité, en tout cas appelés comme tels, vous prenez d'une part l'empreinte écologique, dont je pense que tout le monde ici la connaît, et d'autre part un indicateur de richesse inclusive, par exemple, qui est le nouvel indicateur de soutenabilité qui est promu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Eh bien, ces deux indicateurs, si nous prenons l'indicateur de richesse inclusive de la Chine et l'empreinte écologique de la Chine, ces deux indicateurs dits de soutenabilité nous donnent des images radicalement différentes de l'évolution de la Chine en matière de soutenabilité. L'empreinte écologique de la Chine, sans surprise, s'aggrave et porte une pression de plus en plus importante sur les ressources de la planète, là où l'indice de richesse inclusive, parce qu'il est construit sur une définition radicalement différente de la soutenabilité, en fait définition qui s'inscrit dans l'économie du bien-être mainstream, hein, donc la soutenabilité comme le bien-être de la population non décroissant à travers le temps, ce bien-être dépendant lui-même de la consommation. Donc plus la Chine se donne les moyens de produire et de consommer dans le futur, plus elle est associée comme soutenable. Donc vous voyez là l'entretien d'une dissonance cognitive forte qui en fait est intrinsèquement le support d'un déni actif. Donc pourquoi ? Bien parce qu'évidemment, ce type d'indicateur est mobilisé, approprié par les gouvernements pour hiérarchiser des priorités et orienter l'action dans des sens qui sont peut-être, qui justifieraient la non-action sur le plan écologique et environnemental. Donc en ce sens-là, on voit l'indicateur, tout ce potentiel d'instrumentalisation. Je pense que ce n'est pas uniquement de l'instrumentalisation. Parfois, la technique même de l'indicateur nous dépasse et nous n'avons pas conscience. Et là, je reprends ce que Marc disait sur l'importance de la fragmentation des savoirs et de notre appréhension des problèmes. L'indicateur participe aussi de cette fragmentation. Donc parfois, on n'a juste pas l'image globale. L'indicateur nous en donne une partie, on n'a pas conscience de ce biais cognitif dans lequel il nous plonge. À la fois, l'indicateur est également source d'émancipation, source, alors justement, en tout cas d'une action vers plus d'adaptation à la vie humaine avec et dans la nature. Alors pourquoi ? Parce que je pense d'une part que si l'indicateur est conçu dans des conditions d'élaboration démocratique et délibérative, je pense que la participation à cette délibération requiert des parties prenantes qu'elles fassent référence à un registre de justification qui dépasse, qui sont en surplomb de leur intérêt personnel. Et ça se voit très fort avec la sortie toute récente d'un indicateur qui s'appelle le Social Progress Index, dont j'ai eu la connaissance la semaine passée. Et en étudiant un petit peu ce nouvel indicateur, on se rend compte que c'est un indicateur qui est à la fois qui est financé, peut-être aussi, par des grandes firmes multinationales. À la fois, dans sa construction, on voit une volonté de faire appel aux citoyens, de vraiment élaborer l'indicateur en concertation, de ne se focaliser que sur des résultats et pas sur des variables économiques, décidément, c'est très symptomatique des conflits internes qui ont lieu pour le moment dans le département d'économie, je ne sais pas. Et donc c'est très intéressant de voir que cet indicateur, dans la manière dont il est construit, est porteur de valeurs assez émancipatives tout en étant financé par des grandes firmes. Et donc là, de nouveau, cette ambiguïté, à mon avis, est très très présente. Je n'ai pas suffisamment de connaissances de cet indicateur tout neuf pour pouvoir vous en dire plus. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'on voit qu'effectivement, ces firmes, quel que soit le degré d'honnêteté, le degré de conscience, le degré de philanthropie avec lequel elles s'impliquent dans cet indicateur, font de facto appel à des registres de légitimation pour justifier leur implication dans cet indicateur, qui sont un registre autre que celui du profit que l'on connaît bien et qui domine nos systèmes. Alors, ça c'est pour, je vais dire, le potentiel de l'indicateur à être à la fois source de déni, à la fois source d'émancipation, d'action, d'adaptation. Alors, maintenant se pose la question de l'usage, puisque là, finalement, je trouve que ces deux caractéristiques que je vous ai montrées, elles sont un peu en puissance. Voilà ce que l'indicateur pourrait faire. Maintenant, la question qui se pose, pour qu'on arrive aussi à s'ancrer dans les rapports de force actuels, c'est comment utilise-t-on l'indicateur ? Alors ça, c'est assez intéressant. On voit que l'indicateur, aujourd'hui, est de plus en plus présent dans nos modalités de gouvernement.
il a pris une place extrêmement importante et repose sur le principe que la comparaison est un levier d'action. Et donc sur ce principe, puisque finalement l'indicateur sert cette comparaison en donnant des chiffres, en donnant de l'information quantitative à comparer, et là je pense que cette pratique généralisée de l'incitation par la comparaison, par le benchmarking, dans laquelle la plupart de nos économies néolibérales sont plongées aujourd'hui, elle suscite deux questions. La première, c'est de dire finalement, si l'on prend acte de l'existence de ce benchmarking, la question qui se pose, c'est quelle est la désirabilité de la voie dans laquelle nous emmène ce benchmarking. Si des pays se comparent pour avoir le meilleur indice de développement humain possible, n'est-ce pas une finalité de la comparaison qui se justifierait peut-être plus, et là nous sommes tous chercheurs dans cette salle, que le benchmarking, la recherche à la publication la plus importante, la plus nombreuse, qui réduit la plupart de nos recherches, en tout cas c'est ce que je ressens, à des recherches incrémentales, rapides et vite publiables pour accroître notre CV. Là aussi on a deux pratiques de benchmarking dont on voit que les finalités normatives qui les portent sont plus ou moins désirables au regard d'un objectif de transition écologique et sociale. Alors là, je fais peut-être référence à Jean-Pierre Dupuy, parce que c'est très bien de dire il y a des finalités qui sont plus désirables que d'autres, qui tranchent de la légitimité plus ou moins importante de ces finalités morales. Et là, dans mes travaux de thèse, j'avais justement fait référence à Jean-Pierre Dupuy quand je traitais de la soutenabilité, en disant que c'est un problème complexe, marqué par l'incertitude. Je pense qu'à la légitimité de ces de ces référents normatifs qui guideraient le benchmarking, ne peut se contenter d'une seule concertation et délibération démocratique. Elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Je pense qu'au-delà, mais je ne vais pas rentrer dans les débats ici parce que c'est un débat compliqué, étant donné que les problèmes dont nous parlent du futur, sont marqués par une incertitude radicale, nous avons besoin d'un principe de légitimité qui surplombe les individualités. Et j'étais assez attirée, à l'époque d'écriture en tout cas de ma thèse, il faudrait que je recreuse maintenant, par ce que Dupuy appelait l'anticipation de la rétroactivité du jugement. C'est-à-dire, de toute façon, on ne sait pas a priori ce qu'il en sera dans le futur. Donc, en tant que catastrophiste éclairé, il s'agit d'adopter dès maintenant une posture de précaution pour juger de la validité de telle ou telle finalité, compte tenu du fait que, de toute façon, ce ne sera que demain que notre action sera jugée. La deuxième question qui se pose, c'est beaucoup plus fondamental évidemment, c'est de dire mais finalement cette comparaison, ce benchmarking, est-il désirable en tant que processus, en tant que tel? N'est-il pas, la pratique de la comparaison n'est-elle pas source au niveau macro de très nombreuses pathologies? Perte de confiance en soi, tout le temps être dans une dynamique de compétition, tout le temps être dans une dynamique de remise en question et d'être perpétuellement dans la comparaison. Est-ce que ça, c'est déjà pas au niveau micro une source de pathologie? Et au niveau macro, ces pratiques de benchmarking, et je pense que l'actualité grecque aujourd'hui nous montre à quel point les politiques de benchmarking au niveau européen en sont l'image, ne sont-elles pas le moyen d'une mise sous pression d'État au travers d'objectifs sur lesquels eux-mêmes n'ont pas eu à délibérer. Et troisième question, dans ces pratiques de benchmarking, qu'implique le benchmarking pour le respect des pluralités de modes de développement et de chacun dans la voie de sa transition? Pensez au Bhoutan, je pense qu'Isabelle Cassier s'en parlera tout à l'heure. Pensez au Bhoutan, je regardais de nouveau dans cet indice de progrès social qui est sorti la semaine passée, je regardais la manière dont il quantifie l'éducation. Et c'est le nombre d'universités Renké. Je ne sais pas si le Bhoutan a grand-chose à faire d'avoir des très bonnes universités Renké, parce que son modèle de développement ne passe pas par ça, et c'est pas pour ça qu'il est moins bien, c'est pas pour ça qu'il est moins intelligent, moins émancipé que sa population. Bon. Donc, se pose quand même cette question, je pense, intrinsèque que porte l'indicateur, qui est une dimension d'uniformisation normative. Et donc ça m'amène, je ne sais pas combien de temps me reste-t-il, excusez-moi. Encore 2-3 minutes. Rapidement, d'accord. J'ai bientôt fini. Alors ça m'amène du coup à cette réflexion sur en quoi finalement l'indicateur est-il levier d'action. Je pense qu'à la fois ce qu'on observe en termes de mobilisation autour de nouveaux indicateurs de richesse est très symptomatique d'une volonté de réviser nos catégories. Donc en ce sens, il est potentiellement porteur d'un changement profond. À la fois, je pense que pour des problèmes complexes, l'indicateur participe à aplatir finalement des dimensions qui sont liées entre elles d'une manière assez complexe et dynamique dans le temps.
Et donc, de nouveau, un petit exemple concret, parce que je pense que ça illustre bien. Si moi, je suis un législateur dans un pays en développement, par exemple, et j'ai l'idée d'atteindre un meilleur seuil, enfin, j'ai l'idée d'atteindre une réalité préférable pour ma population en termes de bien-être social. Mais si l'atteinte de cet objectif passe par la réduction des libertés ou de l'accès à certains biens dans un très court terme, comment cela va-t-il être reflété dans un indicateur? Est-ce que ça va être reflété comme quelque chose de négatif, alors que peut-être que cette réduction à court terme implique finalement une amélioration collective à long terme? Ça, c'est quelque chose à laquelle il est très difficile de répondre si on n'accompagne pas l'indicateur d'un modèle dynamique. Un modèle dynamique susceptible de proposer des scénarios sur lesquels les populations pourraient effectivement être consultées et se déclarer démocratiquement. Donc je crois que si les indicateurs en tant que tels sont extrêmement intéressants dans leur pouvoir de modification de catégorie, ils doivent être accompagnés de la présentation de scénarios qui uniraient justement décideurs scientifiques et scientifiques de toute discipline et la population pour leur dire voilà quelles sont les conséquences de nos actions dans telle catégorie. Et je pense que c'est uniquement en en inscrivant finalement les indicateurs dans une série de scénarios qui eux soient démocratiquement discutés que l'on pourra avoir un véritable levier d'action qui je pense rencontre à la fois la prise en compte de l'incertitude radicale dans laquelle nous nous trouvons et l'exigence démocratique de nos sociétés actuelles. Voilà, je vous remercie. On n'a pas dépassé les temps, c'est parfait. Alors maintenant, on va écouter Julie Hermès, qui est docteur en anthropologie, ici à l'Université catholique de Louvain, et chargée de recherche au FRS-FNRS, et membre du laboratoire d'anthropologie prospective, le LAB, pour ceux qui connaissent. Donc elle fait des recherches dans différents pays du monde, au Guatemala, à Cuba et aux Philippines, qui traitent la thématique de la croisée de l'anthropologie des catastrophes, de l'écologie politique, de l'adaptation au changement climatique et de l'étude des systèmes symboliques. Donc à partir de ces études empiriques approfondies, ces recherches actuelles ont comme objectif de contribuer à la production de connaissances au sujet de la construction et de la transmission des pratiques agricoles et agroécologiques. Donc c'est le côté plus pratique, je pense. Mais on verra tout ça. Merci. Donc, comme vous l'avez entendu, je mène des recherches en partie sur des terrains que l'on peut qualifier d'exotiques. Donc, auprès de populations qui ont des visions de la nature et des rapports avec celle-ci qui sont autres aux nôtres. Je mentionnerai ces terrains dans mes quelques commentaires ici. Alors, pour rappel, pour nous, les anthropologues, l'ancrage ethnographique dense est un gage de scientificité de notre discipline. C'est pour ce quoi je me permettais d'alimenter mon propos par quelques exemples de terrain. Alors, je n'ai pas de doute sur l'intérêt d'une philosophie de l'histoire et sur son rôle de lanceur d'alerte, ni même de doute sur l'impossibilité d'opter, malgré l'injonction d'une conjonction de coordination à entendre le ou, d'opter pour une philosophie de l'histoire ou une philosophie de l'action. Et donc, en tant que non-philosophe, je ne vais pas me permettre de trancher la question de front, mais plutôt de l'aborder de manière de traverse. Mon propos sera donc plutôt celui de questionner, en tant qu'anthropologue, s'il est possible, dans le contexte actuel de crise environnementale, de remettre en question la nécessité d'une philosophie de l'action. Et vous verrez qu'il y a, je pense, pas mal de consonances, plutôt que dissonances, avec les propos de Catherine. Alors, si les philosophes posent la question du mode de relation qui unit l'homme et la nature dans un contexte général de crise environnementale, la focale de l'objet se déplace lorsqu'il s'agit de comprendre ces modes de relation dans des contextes précis où les personnes font l'expérience directe et non de manière hypothétique de dommages environnementaux. Et donc, comme vous le savez, de nombreuses populations connaissent aujourd'hui des conséquences des bouleversements climatiques. Et ce ne sont pas pour eux des éléments imprévisibles qui surviendront dans le futur, mais donc bien des éléments concrets auxquels ils sont déjà confrontés.
la démarche anthropologique, par son ancrage concret et in situ, me semble intéressante pour alimenter les recherches au sujet de la crise écologique, mais aussi pour en trouver des issues. Alors, premièrement, la démarche intégrative et holistique de l'anthropologie, moi, m'a permis sur mes terrains de relier des domaines d'investigation habituellement considérés comme séparés, et par exemple de ne pas isoler l'expérience de la crise environnementale d'autres crises comme les crises socio-économiques. On le sait, les changements climatiques ne feront qu'exacerber des problèmes sociaux, économiques, politiques et environnementaux déjà existants. Donc le climat n'en est qu'un amplificateur. À ce sujet-là, je voudrais mentionner l'exemple de mes récentes études de cas aux Philippines, dans la Cordillera, sur l'île de Luzon, où je travaille avec des populations rizicoles, et j'essaie d'observer les modifications de ces systèmes rizicoles, notamment la diminution du nombre de récoltes et le changement de semences de riz. Alors, on m'explique, mon premier regard était d'essayer de comprendre comment, pour justement affronter le nombre de phénomènes hydroclimatiques et de nombreux ouragans qui augmentent, comment la population s'approprie de nouvelles semences plus résilientes, etc. Or, en étant sur place, j'ai pu aussi comprendre combien ce changement de semences est aussi une pratique pour répondre à la migration importante, la migration rurale importante. C'est-à-dire qu'en changeant de semences, on change les cycles rizicoles, mais on change aussi l'importance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de la main-d'œuvre locale nécessaire pour les récoltes. Et donc, moins de besoin de main-d'œuvre, correspondant aussi avec le besoin d'équité importante, et donc une fuite de ces zones rizicoles. Donc voilà, je pourrais expliquer plus en profondeur, mais il me semblait intéressant de comprendre combien il est nécessaire d'articuler cette crise écologique et crise climatique avec d'autres crises comme telles que la crise socio-économique. Alors, deuxième élément, là où le philosophe conjugue des auteurs, des courants de pensée et bien sûr des analyses de cas, l'anthropologue interroge des acteurs de terrain, leur savoir-être, leur savoir-faire, etc. Donc l'anthropologie qui a pour objet la reconnaissance de l'altérité va œuvrer pour la reconnaissance de l'autre, que ce soit dans sa vision du monde, son agir dans le monde, mais aussi bien sûr ses marges d'action aux contraintes extérieures. Et donc, par exemple, ça m'a amené de m'intéresser à des populations affectées par la crise écologique et qui appartiennent malheureusement bien souvent aux franges les plus pauvres de la population. Et donc cette logique permet de comprendre ceux qui ne font rien, non seulement ceux qui ne font rien parce qu'ils ont une marge d'action limitée. Et pour reprendre les propos de mon voisin ici, des personnes qui sont dépossédées de cette capacité d'action politique. Donc, l'anthropologue peut ainsi observer les populations non outillées pour entrer en scène dans le dit contrat naturel et donc incapables de se mobiliser pour avoir part aux décisions qui concernent la crise écologique. Alors, pour illustrer cela, je vais parler du Guatemala, donc, qui a été pour mon terrain pour ma recherche doctorale, où j'ai pu observer d'énormes glissements de terrain et inondations après le passage d'un ouragan. Et en essayant de déconstruire ce phénomène, cette catastrophe, j'ai pu prendre conscience l'importance des l'inégalité historique dans la distribution des terres qui a forcé ces populations d'Altiplano ou du Guatemala à avoir un usage intensif, extensif des terres a priori forestières, et donc à être elles-mêmes, entre guillemets, responsables et acteurs des glissements de terrain dont elles ont été aussi les victimes. Alors bien sûr, apprendre dans ce cadre d'analyse aussi l'impact de la crise climatique qui exacerbe ce type d'événements, de menaces hydroclimatiques dans une région du globe, plutôt cette région du monde qui était faiblement affectée par des ouragans, entre autres. Et donc, on voit ici une population qui est fragilisée sur ses propres terres, mais entre autres aussi parce qu'il n'y a donc aucune réforme agraire qui est mise en œuvre par le gouvernement national qui laisse à reléguer ces populations marginalisées sur les
terres les plus vulnérables et bien sûr les moins fertiles également. Alors, des terrains ethnographiques m'ont amené aussi à m'intéresser à des acteurs qui, dans des contextes, qui par des contextes, ont été contraints à la débrouille, mais sont devenus des acteurs de la transition écologique, entre guillemets, malgré eux. Et donc, cela fait écho avec ce que Catherine Larère évoquait, cette nécessité de s'intéresser à ce qui se fait au vocabulaire de l'adaptation, à l'accompagnement de ce qui est en train de se faire. Par exemple, à Cuba, j'ai eu l'occasion de rencontrer des paysans. Vous le savez qu'avec la chute du bloc soviétique, se sont vus restreindre l'accès, entre autres, d'intrants chimiques, et donc ont dû mettre en œuvre des pratiques agricoles innovantes par nécessité et par survie alimentaire. Par ailleurs, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est combien ces pratiques agricoles-là vont montrer une meilleure résilience face à des phénomènes tels que des ouragans. Donc là, je renvoie à toutes des recherches en agroécologie. Autre exemple d'observation, d'accompagnement de ce qui est en train de se faire. J'accompagne depuis peu dans la région urbaine et périurbaine bruxelloise des populations d'origine, qui ont eu des parcours migratoires et qui remobilisent des savoir-faire maraîchers sur des petites parcelles de potager à des fins bien sûr d'alimentation, mais de réappropriation de leur vie, d'alimentation saine, mais aussi l'alimentation saine et qui permet de créer des circuits courts. Alors, je rejoins ici donc avec des exemples énoncés, des propos que Isabelle Stengers tient dans son ouvrage « Une autre science est possible ». Je la cite ici: « Je crois que les sciences humaines gagneraient en légitimité si elles cherchaient moins à prouver et davantage à explorer des situations nouvelles. » Et donc, je rejoins ici les propos de Catherine Larère qui énonçait la nécessité d'explorer le vocabulaire de la sociabilité et donc agir avec ce quoi on vit. Alors bien sûr, le fait d'assumer ce rôle de porte-parole, de voix, mais aussi de lieux qui sont rarement écoutés, l'anthropologue endosse une charge morale particulière qui va se distinguer d'un rôle qui, pour le caricaturer, se limite uniquement à extraire des données sur le terrain. Donc dans un tel contexte, les informateurs avec lesquels l'anthropologue va s'associer sur le terrain lui renvoient continuellement la question de la finalité de sa science. Et donc, on observe ainsi comment un positionnement disciplinaire qui est associé à une approche méthodologique va entraîner un certain type de production de données, mais aussi des questionnements éthiques. Et cette éthique interroge notre responsabilité en tant que chercheurs et, in fine, notre agir. Donc, s'il est nécessaire que les chercheurs tendent vers une éthique de la connaissance et qu'ils défient les évidences des idéologies dominantes, il apparaît, me semble, opportun de réfléchir à leur éthique de la responsabilité civique, préoccupés par l'agir social et politique. Voilà, je vous remercie. Yes. La nature qui pose problème. Ouais, la nature. C'est la nature. C'est en pleine collaboration. Alors, pour terminer notre table ronde et puis après passer aux questions qu'il pourrait y avoir en salle, on va écouter Louis, qui est ingénieur et chercheur en thermodynamique et en énergie. Il est membre de l'Observatoire sur le relais médiatique des enjeux énergétiques. Il s'intéresse depuis longtemps aux liens existants entre l'énergie et l'économie. Et sa carrière d'ingénieur conseil dans les domaines des énergies, que ce soit du fossile ou renouvelable, et comment on les utilise. Et il a fait ça spécifiquement en Belgique, et ainsi qu'en Afrique, au Congo et au Maroc. L'ont amené à effectuer des recherches théoriques appliquées sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, donc c'est comment on va diminuer notre consommation énergétique. Et ceci souvent et constamment en fait, en partenariat avec le monde académique, principalement avec l'université de Louvain, dans laquelle nous sommes. Et donc voilà, nous allons écouter. Merci beaucoup. Voilà, je vais essayer de dérouler un tout petit fil, très brièvement,
J'ai entendu beaucoup de choses de Catherine Larère ce matin et des autres intervenants dans lesquels je me retrouve tout à fait. Donc ça devrait être très simple de trouver un terrain commun. On ne se refait pas, donc je vais être probablement assez concret, assez terre à terre. Dans la thématique de la transition et de l'action, se pose tout de suite la question, oui, mais quelle transition? Quelle action? Vers où? Quel est le champ des possibles? Quel est le champ des désirables? Existe-t-il des plans B, des plans différents du business as usual? Si on entend les gouvernements du monde entier aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, la croissance pour l'emploi. Et même les gouvernements de nos pays, qui sont déjà très développés, ne parlent que de ça. Or, qui dit croissance économique dit augmentation des impacts, approfondissement des crises écologiques. Il y a donc là un vaste champ de recherche interdisciplinaire, et pour le moment, les plans, ou plutôt les morceaux de plans, parce que je n'ai pas trop l'impression qu'il existe de vrais plans intégrés qui intègrent toutes les composantes, donc les morceaux de plans qui existent sont plutôt des plans technico-économiques qui, au final, ont des résultats plutôt négatifs, plutôt toxiques. Pour certains, cela apparaît déjà assez clairement, comme par exemple l'élevage industriel des crevettes dans les mangroves pour ne pas devoir les pêcher en mer, mais aussi peuvent avoir des effets indésirables qu'on ne constate qu'après des années d'expérience, tant les impacts sont complexes et indirects. On peut citer, mais tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord, les agrocarburants, le RER, les compensations carbone, etc. Et puis, il y a, à part les plans, les projets de transition qui sont tout à fait marginaux, qui s'apparentent plus au greenwashing qu'à d'autres choses, les plans qui, effectivement, peuvent donner l'impression qu'on sortirait de l'impasse écologique. On aiderait à sortir de l'impasse écologique. Et dans ceux-là, je sépare assez facilement les plans individuels ou les plans collectifs, les plans de groupe, un peu à la Elinor Ostrom. Et là, force est de constater qu'il existe un foisonnement, comme par exemple la culture agroécologique et la simplicité volontaire. Ce qui me rend assez optimiste de cet aspect-là. D'ailleurs, Dominique Bourg l'a écrit aussi. Nous sommes bien d'accord à ce sujet. Par contre, si on monte à un niveau un peu plus intégré, donc à un niveau national ou supranational, à un niveau plus politique, or ça a l'air d'être fortement l'enjeu ici, force est de constater qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de plan pour échapper à la malédiction de la croissance économique. Or, qui dit croissance économique, je le répète, dit croissance des impacts, et donc impasse écologique. Il n'y a pas de dématérialisation de l'économie, ça c'est une illusion. Alors, pour chercher des plans B qui, selon moi, n'existent pas vraiment sur la table, et on ne peut pas reprocher au gouvernement, on a dit ce matin, oui, mais les gouvernements ne font pas leur boulot, ne font pas leur rôle. Je suis plus gentil avec eux. On ne leur a jamais enseigné à l'université l'existence de plans B. On ne leur a jamais mis des documents avec, voilà, différents plans B entre lesquels vous pouvez choisir. Et donc, si le problème est la croissance économique, il faudrait peut-être essayer d'en étudier l'origine. Ce sont des questions que je me pose. En étudier l'origine et les mécanismes, conditions préalables nécessaires pour pouvoir en sortir. Première question, croissance pourquoi? Croissance pour qui? Est-ce que c'est le consommateur, l'avidité du consommateur, le consommateur avide? Quelles sont les motivations de l'être humain? Il serait intéressant que le GRIS, nous puissions inviter psychologues, anthropologues, sociologues, pour nous parler des motivations de l'être humain, pour savoir si réellement c'est lui qui veut la croissance économique qu'il exige. Ou alors, peut-être plus probablement, l'investisseur rationnel, c'est-à-dire la recherche d'une accumulation de capital, d'une accumulation de richesse, ce qui est pour moi autre chose que la consommation. Recherche pourquoi? Recherche pour le pouvoir, pour la puissance, recherche aussi pour le standing, recherche pour la sécurité, pour les vieux jours, ou par simple jeu boursicoté, comme on joue au loto. Est-ce que c'est ça qui est le principal pilote de la croissance? Et si je regarde l'économie, une définition très classique de l'économie, qui est comment l'organisation de la production matérielle d'une société, production et distribution de tout ce qui est nécessaire à la vie matérielle d'une société, si je regarde qui est impliqué dans l'économie, on peut identifier 4 grands groupes d'intérêts.
Il y a d'abord évidemment celui pour qui on produit, l'utilisateur, qu'on appelle aujourd'hui le consommateur, qui est normalement la première personne impliquée dans l'activité productive. Il y a aussi le travailleur, l'emploi, celui qui fait la production, pour lequel travail, dignité, utilité sociale, mais aussi revenus sont des aspects importants. Il y a bien sûr classiquement la possibilité de mettre à disposition pour ceux qui en ont une part de leur richesse ou de leur capital, c'est-à-dire des investisseurs qui forment aussi un groupe d'intérêt possible. Et enfin, il y a l'environnement, les voisins, les générations futures qui, peu ou prou, subiront l'impact de ça. Donc ce sont 4 grandes catégories de personnes qui sont concernées par l'économie, par la production. Alors, une question qui m'interpelle de plus en plus avec les années, c'est pourquoi est-ce que tout ce fondement de la vie matérielle d'une société a été placé sous le contrôle exclusif de l'actionnaire? Ça me paraît de moins en moins évident. Et donc, j'interroge à ce moment-là un autre domaine qui sont les institutions, c'est-à-dire les règles du jeu, les lois, pour qu'on étudie pourquoi on a fait ça comme ça. Sinon, on ne peut pas les réformer si on ne les comprend pas. Donc, on pourrait appeler des gens de sciences juridiques, sciences politiques, pour nous expliquer un petit peu ça. Je reprends dans le livre « Refonder l'entreprise » de Blanche Segrestin et son co-auteur. Elle dit « L'entreprise est un impensé juridique. Il n'existe pas dans les lois l'entreprise, au sens des 4 groupes intervenants dont j'ai parlé. Il n'existe que la société d'actionnaires, c'est-à-dire le groupe d'actionnaires qui pilote l'entreprise. Et pourquoi est-ce qu'on a fait, qui a fait cette législation depuis 2 siècles, qui a donné tout le pouvoir uniquement à ceux qui ont mis la richesse? Pourquoi pas les autres? Pourquoi a-t-on fait ça? Qui l'a fait? Comment l'a-t-on fait? Avant de pouvoir le réformer. Et va se poser évidemment des questions essentielles, celle de la propriété privée illimitée, et c'est le mot illimité qui est problématique. Parce que très vite il s'oppose au bien commun, notamment à travers l'emblématique question de la propriété terrienne. Puis aussi, comme je l'ai évoqué assez longuement, pourquoi a-t-on donné le contrôle exclusif de la production matérielle de nos sociétés aux actionnaires, même si elle est matinée de régulation publique, mais cette régulation publique est sans arrêt en conflit avec l'économie de marché. Polanyi l'avait très bien montré pour le XIXe siècle, et aujourd'hui encore, on le voit très bien avec la tentative de libéralisation de plus en plus de l'économie de marché et le lobbying intense qui est fait. Et pourtant, par contraste, on voit bien des tout petits îlots dans l'économie d'entreprises qui fonctionnent autrement, avec des statuts différents. Je parle bien sûr de l'économie sociale et solidaire, qui vaguement ressemble un peu à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc de donner le contrôle, non pas uniquement à l'investisseur, mais aux autres partenaires. Tout cela pour conclure qu'il me semble qu'il doit exister des plans B qu'on doit pouvoir proposer à la société et au gouvernement, que c'est une démarche profondément interdisciplinaire pour faire un plan un peu intégré, que c'est donc un travail très collectif. Et voilà, je suis très curieux d'avoir votre avis. Merci beaucoup. J'allais demander jusqu'à quelle heure on a. Justement, voilà. 5 minutes, donc j'ai 2 minutes de questions. D'accord. Donc voilà, comme vous avez entendu, on a 5 minutes, et donc si on a 1 ou 2 questions concrètes, et peut-être à qui vous la posez aussi, ce sera plus facile. Oui. Oui, moi je serais intéressé à mettre en rapport justement tout ce qu'a dit Marc Uniadi à propos du projet européen où on nous impose finalement un projet néolibéral, et par exemple le TTIP, le traité transatlantique en est l'exemple le plus flagrant, où tout se passe en catimini et contre la volonté populaire. Mais derrière ça se cache aussi le projet d'attaquer de front nos états de droit régulateurs par le projet néolibéral. Alors, pour rejoindre ce que dit Géraldine Thierry, bon, nous proposons en tant qu'occidentaux une forme de benchmarking. Mais ce benchmarking, d'après moi, doit se différencier en 2 choses différentes. C'est d'une part
l'imposition d'un modèle qui nous permet de sortir de la crise écologique où nous produisons trop de CO2, et d'autre part un projet culturel où là, je ferai appel à ce que Marc Liadi dit sur le multiculturalisme. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une forme d'impérialisme culturel en disant le benchmarking, voilà le modèle, et le monde entier n'a qu'à s'y adapter? Non, parce que en fait, c'est ce que je disais, enfin, en partie, c'est-à-dire de dire, voilà, le benchmarking menace clairement le respect de la pluralité culturelle. Je pense que c'était plus un commentaire qu'une question, hein. Vous me dites si je me trompe. Il faut approfondir maintenant, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on aura encore une... Je peux juste dire un mot par rapport à ça, c'est que bon, je ne me reconnais pas du tout dans la manière dont vous avez répercuté mes propos, mais que donc je ne parle pas d'un projet néolibéral qui viendrait coloniser, etc. Je pense que c'est plus complexe et plus sournois que ça surtout. C'est-à-dire que l'idée, quand je dis qu'il y a une dépossession globale de toutes ces questions, les questions écologiques, mais de toutes les autres aussi, c'est qu'en fait il y a un effet systémique. C'est pas une volonté politique, c'est pas un complot, c'est pas un projet. Je pense que c'est le projet de personne. Ça s'impose sur le mode systémique. Et je n'ai pas parlé du néolibéralisme en Europe, j'ai parlé de la politique de la recherche de la Commission. Et c'est très important, c'est très intéressant de voir justement comment, par effet de système, sans que ça soit vraiment la volonté de personne, ces projets de recherche qui impulsent la recherche, en fait, colonisent de fait nos universités. Que même au niveau où une université dispose de son argent, qui n'est pas de l'argent européen, eh bien, en fait, il y a une espèce de mimétisme automatique qui se fait, qui fait qu'en fait, on va faire, au fond, les projets de recherche à l'intérieur de l'université, un peu sur le modèle de ce que propose l'Europe. Et c'est comme ça que ça s'infiltre, en fait, sans que ça soit vraiment la volonté de personne. Et je pense que c'est un problème beaucoup plus sournois que d'identifier un vrai projet politique ou un vrai complot. Et c'est ça qui rend, si vous voulez, l'appropriation, la réappropriation de ces questions vraiment très difficile d'un point de vue politique, et surtout qui, à mon avis, ça oblige véritablement, si on veut se réapproprier ces questions, ça oblige à des institutions du commun, quelle que soit leur forme, maintenant c'est pas le problème, mais à des institutions du commun. Mais ça veut dire aussi réviser assez fondamentalement l'organigramme de nos démocraties libérales, parce que nos démocraties libérales empêchent précisément une institution du commun. Elle l'empêche structurellement, parce qu'elle est focalisée sur la distinction publique-privée. C'est pour compléter ce que Marc dit. Donc, je partage tout à fait cet effet de fragmentation. Là où je vois en revanche un lien avec le néolibéralisme, et là, c'est justement influencé peut-être par la lecture de Dardot et Laval sur la nouvelle raison du monde, mais c'est quand même que les dynamiques néolibérales sont consubstantielles à une fragmentation qui nous fait perdre l'image. Voilà, mais c'est pas un projet volontaire de quelqu'un, c'est un effet systémique où les choses s'engrainent les unes. Tout à fait d'accord avec toi. Oui. Mais je pense que c'est vraiment important de ne pas adopter un point de vue un peu complotiste ou volontariste politique, mais simplement voilà, la réalité est telle qu'effectivement le néolibéralisme participe vraiment de la fragmentation qui nous fait perdre l'image du tout, et de fait, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, merci, moi je suis assez d'accord avec ça aussi, Marc, mais est-ce que précisément comme modalité d'action, il n'y a pas de... Pour dire les choses clairement, je ne mettrai pas, tu mets le principe de précaution par exemple dans le même panier qu'une sorte d'emplâtre qui ne sert à rien, alors qu'en fait, si on n'en parle plus, c'est parce qu'au contraire, il était... Je trouve précisément le principe de précaution peut être, ou était à l'origine quelque part, une sorte d'angle qui va à l'encontre de cette logique. Et d'ailleurs, au niveau européen, les Européens, les européocrates ont été, traumatisés par le fait que grâce au principe de précaution, au niveau européen, les OGM ont été complètement bloqués.
Et on ne parle plus de principe de précaution maintenant, on parle d'innovation responsable. Tu vois, et quel est le véritable enjeu du passage du principe de précaution à l'innovation responsable? C'est que le principe de précaution est un principe qui était précisément englobant et qui pouvait être utilisé politiquement par les utilisateurs, alors que l'innovation responsable, c'est dire que les innovateurs, c'est-à-dire les industriels, ils savent ce qu'ils font, il faut leur faire confiance. Et donc là, c'est vraiment annihiler le... Donc je veux dire, quand je trouve que je peux être trop négatif dans ce genre de choses. Okay, oui. Au contraire, il y a quand même des tentatives, et le principe de précaution, me semble-t-il, aller tout à fait dans ce sens-là. Donc, il faut être plus nuancé effectivement sur le principe de précaution. Je n'ai pas dit qu'il servait à rien. Je n'ai pas dit qu'il servait à rien, parce que de fait, effectivement, c'est un frein à une espèce d'expansion illimitée, une confiance illimitée dans et puis c'est un mode d'interrogation. Dans l'innovation. C'est un mode d'interrogation sur la logique du système. Non, alors voilà, non, ça non. C'est là où ça peut l'être. C'est pas l'usage, c'est pas l'usage qu'on en fait. Ce que je dirais, c'est qu'au fond, le principe de précaution corrige effectivement le système, mais c'est une correction qui se fait au fond au service de la cause qu'elle corrige. La cause qu'elle corrige, c'est globalement le projet, là aussi je suis un peu simplificateur, mais globalement c'est la cause de la technologisation du monde, quoi. Voilà. Et donc elle corrige cette cause-là. Mais elle la corrige, c'est vrai. Donc c'est une petite... Donc une technologie, non, parce qu'il y a aussi une sorte comment dire, de manichéisme. Non, mais c'est parce que je suis un peu rapide, là. Oui, d'accord. Non, parce que je pense que, a priori, une technologisation du monde... je ne vois pas en quoi c'est problématique, si c'est au service du bien-être des populations. Donc là, ça demande d'être discuté. Mais je trouve qu'il y a une sorte de démonisation de la technique. Non, pas du tout. Non, mais bon, ça c'est un autre débat. On n'a vraiment pas de temps. C'est un thème qui me préoccupe beaucoup. Donc une dimension fondamentale. La technique, l'homme est un être technique, si tu veux. Donc depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le point. Donc je ne dis rien contre la technique. Je dis, c'est de tout ce que j'ai, le peu que j'ai pu dire ici, c'était surtout sur, au fond, la manière dont le système autorise une reproduction, une colonisation intégrale de la technique sans qu'on puisse s'y opposer, parce qu'on n'a pas les institutions pour s'y opposer, et parce qu'on n'a pas une vision globale, parce que tout est fait pour être fragmenté, et donc on autorise telle innovation, telle autre innovation, telle troisième innovation, toutes sont contrôlées éthiquement, parce qu'on y a des choses, je te suis complètement sur ça, etc. Et finalement, la Terre se trouve colonisée par la technique. Donc, c'est pas la technique le problème, c'est la manière dont son emprise s'organise d'un point de vue systémique. C'est ça mon point. Et le principe de précaution participe éminemment et objectivement complice de cette emprise technologique. Là, sur ce plan-là, je pense que... Si, parce qu'on ne veut pas empêcher la technologisation, on veut que la technologisation soit pas dangereuse, enfin immédiatement dangereuse, qu'il n'y ait pas des risques, une définition assez limitative des risques dans le principe de précaution. Qu'est-ce qu'un risque? C'est des questions... Voilà. Mais c'est pas contre la technologisation, c'est pour une technologisation safe. Je vous propose de se retrouver cet après-midi pour voir si le principe de précaution empêchera la technologisation ou ne l'empêchera pas, corrigera. Mais donc ça recommence, je ne sais pas, à 14h, c'est dans la même salle, donc tous ces bienvenus, ça commencera avec l'exposé de Dominique.